Bonjour, un vélo, ça sert pas uniquement à aller au boulot sans polluer tout en se maintenant en forme. Aujourd'hui, avec ce vélo, je vais vous montrer un phénomène physique qu'on appelle le recouvrement de fréquence. Alors, donc sur ce vélo, on a la roue arrière qui est équipée d'un frein à disque avec un disque et j'ai installé un compteur avec l'aimant du compteur ici. J'ai calibré ce compteur de manière à ce qu'il compte le nombre de tours par seconde que fera cette roue. Et on va s'intéresser au mouvement essentiellement de la partie du disque. Alors c'est intéressant de détailler que le disque comporte des trous d'aération. Il y en a 32 sur un tour. Et il y a 8 branches comme ceci. Et c'est fixé au moyeu à l'aide de 6 vis. Comme ça sur le tour. Alors on voit bien que quand je tourne les manivelles, l'ensemble tourne. Et l'affichage ici, j'ai par exemple 0,6 tours par seconde. Et non pas 6 tours par seconde. Donc je vais accélérer un petit peu. Là vous devez voir quelque chose d'intéressant autour de 0,7, 0,8 tours par seconde. J'accélère encore. On va peut-être passer à un plan plus serré pour bien voir. Alors voilà, plan plus serré avec un temps de pause plus court pour des images bien nettes. Et on va démarrer doucement la rotation. L'aimant est passé devant le détecteur et le compteur se met en marche. Et là, on commence certainement à voir des choses intéressantes avec un compteur autour de 0,8, 0,9 tours par seconde. Vous voyez l'affichage, 1 tour par seconde. Voilà, j'accélère tranquillement. Alors, vous devez voir des trucs bizarres quand même, vous, non? C'est un tour de magie ou quoi? Il y a un disque avec des parties qui tournent différemment, alors que vous savez très bien que c'est un disque en un seul morceau qui est solidement fixé à la roue. Donc cet ensemble doit tourner rigoureusement à la même vitesse. Et là vous voyez des trous qui partent en avant alors que les branches s'arrêtent, ou des vis qui tournent en arrière. C'est vraiment bizarre. Et bien moi, je vois pas du tout la même chose que vous. Moi qui regarde mon vélo directement, je vois un disque qui tourne très vite et j'arrive pas du tout à distinguer aucune partie du disque, tellement ça tourne vite. Vous pourrez essayer chez vous avec votre vélo, en regardant directement votre vélo sans l'intermédiaire d'une caméra. Vous n'arrivez pas à voir les différentes parties du disque, alors que si vous le filmez avec votre téléphone, et bien sur l'écran de votre téléphone, vous allez voir, comme vous voyez à l'écran, là, des parties qui s'arrêtent et qui repartent en arrière. Et les différentes parties du disque ne tournent pas toutes à la même vitesse. C'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est dû au fait que la caméra filme à 25 images par seconde. C'est ce qu'on appelle un échantillonnage. On prend des mesures à des intervalles de temps réguliers. Donc on va laisser la roue s'arrêter tranquillement et on va revenir sur un plan plus large dans lequel je vais vous expliquer ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? La caméra, elle filme à 25 images par seconde. À chaque seconde, elle prend une image. Et donc, imaginons par exemple, on va se caler sur cette branche-là. Elle prend une image de la roue qui est orientée comme ça. Et puis, l'image suivante, un 25e de seconde plus tard, la roue est comme ça. Et un 25e de seconde plus tard, elle est comme ça. Donc on voit des images avec une branche ici, puis là, puis là. Donc la reconstitution de la vidéo montre clairement une roue qui tourne comme ça. On voit les branches tourner comme ça. Imaginons maintenant qu'on accélère. La caméra prend une image avec la roue dans cette position. Et un 25e de seconde plus tard, la roue a fait un 8e de tour. C'est maintenant cette branche-là, absolument identique à celle-là, mais qui a pris la place. Donc on va voir des images. L'image suivante, ça sera cette branche. On va voir des images où les branches seront toujours
aura toujours été remplacée par la suivante, exactement à la même place. Et comme les branches sont identiques, à la vidéo, on ne va pas voir la différence. Et on aura l'impression de voir des branches complètement immobiles. On verra des branches arrêtées. Et concernant les trous, puisqu'on a 4 trous pour une branche, on va voir les trous arrêtés aussi. Alors que pour les vis, quand on a 6 vis au lieu de 8 branches, cette vis-là, elle va pas, au bout d'un 8e de tour, elle ne va pas prendre la même place, elle va être un petit peu en arrière. Donc on va avoir l'impression de voir des vis tourner assez vite dans ce sens, alors que les branches seront immobiles. Si on accélère encore, eh bien, après ce 8e de tour, on a fait encore un petit peu plus pour l'image suivante. Donc on va avoir l'impression que les branches tournent dans ce sens, mais à une vitesse plus lente que la vitesse réelle. C'est-à-dire que nous, on aura fait peut-être un 6e de tour, et on aura l'impression que la roue aura fait que cette petite partie. Donc là, on verra, par exemple, si la roue fait un 6e de tour, on verra bien les vis prendre la place, la suivante prendre la place de la précédente. On aura l'impression d'avoir des vis immobiles, et on verra des branches qui vont tourner légèrement dans ce sens-là. Alors, voyons en détail ce qui se passe en se focalisant sur une partie de la roue qui est unique, par exemple cet aimant. Donc, quand l'aimant fait un tour, la roue fait un tour. Quand est-ce qu'on va avoir la roue complètement immobile? Eh bien, quand la roue fera un tour en 1/25e de seconde. La première image, la roue est là. 1/25e de seconde plus tard, l'image suivante, la roue est là. Au même endroit, on aura l'impression de voir toute la roue complètement immobile. Donc ça se produit pour une vitesse quand même assez élevée, de 25 tours par seconde. Si maintenant on a une vitesse normale, première image, la roue est là, l'image suivante, la roue est là, l'image d'après, la roue est là, on voit clairement la roue qui tourne, même ça peut être assez rapide. Et si ça va plus vite, première image, la roue est là, deuxième image, la roue est là, troisième image, la roue est là. Là, ça commence à aller très vite. Et si on va encore plus vite que ça, première image, la roue est là. Deuxième image, l'aimant de la roue est ici. D'accord. Troisième image, donc là on a fait déjà plus d'un demi-tour. Plus d'un demi-tour, on va se retrouver au-delà de cette position, on va se retrouver ici. L'aimant est là. Donc on aura une image avec un aimant ici, une deuxième avec un aimant là, et une troisième avec un aimant là. Eh bien, quelle sera notre impression? On aura plutôt l'impression que la roue tourne plus lentement dans ce sens. Donc ça veut dire que quand on dépasse une vitesse qui fait que la roue fait un demi-tour en 1/25e de seconde, si elle faisait 12 tours et demi par seconde, on serait exactement ici. Donc si on est supérieur à 12 tours et demi par seconde, on a l'impression que la roue tourne à l'envers et à une vitesse plus faible que ces 12 tours et demi par seconde. Donc c'est un petit peu là qu'on commence à avoir cette notion de repliement de fréquence, puisque quand on est à 12 tours et demi, c'est-à-dire 12 Hz, eh bien on atteint un maximum. Si on dépasse ces 12 et demi, on revient à une fréquence plus petite que 12 et demi. C'est-à-dire si on est par exemple à 15 tours par seconde, on va avoir l'impression d'avoir une vitesse qui est plutôt de 10 tours par seconde à l'envers. Je vais vous expliquer ça avec un graphique. Alors, je fais un graphique avec sur l'axe des abscisses la vitesse de rotation de la roue, la vitesse réelle, donc en tours par seconde, alors c'est dans le sens trigonométrique. Et sur l'axe des ordonnées, je vais mettre la vitesse vue, la vitesse vue par la vidéo. Alors, vu à la vidéo, on a la vitesse dans le sens trigonométrique comme la vitesse réelle. On a vu qu'il y a des choses qu'on peut voir dans le sens inverse. Donc par rapport à cet axe, ici, quand on sera à 0, ça sera immobile. Quand on sera au-dessus de l'axe, ça sera la vitesse, la rotation dans le sens normal. Et pour la rotation dans le sens inverse, ça sera quand on sera en dessous de l'axe. Alors donc on a vu que pour des vitesses assez lentes, on a bien à la vidéo la même vitesse que la vitesse réelle. Si on augmente et qu'on arrive jusqu'à la moitié du nombre d'images par seconde, jusqu'à 12,5 tours par seconde, on a ce cas là. Et arrivé à 12,5 tours par seconde, eh bien on pourrait avoir aussi bien la vitesse
de 12,5 tours par seconde à l'endroit que à l'envers. Ça pourrait être aussi ici. Et ensuite, quand on va plus vite, on a l'impression, jusqu'à ce qu'on arrive à 25 tours par seconde, pour lequel on a une roue immobile. Et donc on voit la roue tourner à l'envers en étant de plus en plus lente. Donc ça fait quelque chose comme ça. Quand on est à 20 tours par seconde, on a l'impression de voir la roue tourner à l'envers à 5 tours par seconde à l'envers. Plutôt ici. Ensuite, quand on dépasse à nouveau les 25 tours par seconde, on revoit une vitesse de rotation à l'endroit, mais non pas supérieure à 25 tours par seconde, mais de plus lent, qui sera toujours plus lent que 12,5 tours par seconde. Donc là, ici, on est à 12,5 aussi, mais à l'envers. Voilà. Et donc là, même phénomène, qu'on arrive à 25 plus 12,5, c'est-à-dire 37,5, eh bien, on peut avoir l'impression que ça tourne à l'endroit comme à l'envers. Et ensuite, ça recommence de manière cyclique comme ça. On a à nouveau l'impression d'immobilité quand on est à 50 tours par seconde. Et quand on sera encore aussi à 75, ou quand on serait à 100 tours par seconde, etc. Donc tous les multiples de 25, on a l'impression d'une roue immobile. On voit que ces 25, ça correspond à la fréquence d'échantillonnage de la vidéo. Et on a l'impression de voir que ça tourne à l'envers à partir de la fréquence d'échantillonnage sur 2. Voilà. Ou alors des multiples de ça, c'est-à-dire 3 FE sur 2. Ici on sera à 2 fois la fréquence d'échantillonnage. Ici on est à 3 fois la fréquence d'échantillonnage. Ici on sera à 5 FE sur 2. Ici on sera à 7 FE sur 2. Ici on est à 4 FE. Alors, quelles vont être les fréquences d'apparition des différents éléments de la roue? Donc sur cet axe de fréquence, pour une roue qui fait 1 tour par seconde, je vais avoir l'aimant qui va apparaître une fois par seconde, à 1 Hz. Donc les vis vont apparaître 6 fois par seconde. J'aurai une fréquence de 6 Hz pour les vis. Pour les branches qui sont au nombre de 8, j'aurai 8 branches par seconde, une fréquence de 8 Hz. Et pour les trous de ventilation, il y en a 32 par tour, je vais avoir donc une fréquence de 32 Hz. 32 trous par seconde, si la vitesse de rotation est de 1 tour par seconde. Alors, si par exemple j'ai une roue qui tourne à 2 tours par seconde, je vais avoir 2 Hz pour les aimants, 12 Hz pour les vis, etc. Donc la fréquence de l'aimant, c'est un peu la fréquence fondamentale. J'aurai les vis qui correspondent à une harmonique de 6F, les branches une harmonique de 8F, et les trous une harmonique de 32F. C'est assimilable à un spectre avec ses harmoniques, sa fondamentale et ses harmoniques. Alors on va faire un exemple de ce que ça va donner, un spectre du disque rapporté sur une vidéo avec ce graphique là. On va prendre par exemple le cas de la roue qui tourne à 3 tours par seconde. Donc quelles vont être les fréquences? On va avoir 3 Hz pour l'aimant, 3 x 6, 18 Hz pour les vis, 3 x 8, 24 Hz pour les branches, et 3 x 32, 96 Hz pour les trous. Donc voilà notre spectre dans le cas de la roue qui tourne à 3 tours par seconde, et on va placer ce spectre là sur notre graphique. Donc les 3 Hz de l'aimant, ça donne 3 Hz à la vidéo, bon, même si on ne voit pas l'aimant sur cette vidéo. Ensuite les 18 Hz des vis, ils sont à peu près là. Donc on va obtenir à la vidéo une fréquence, on voit que ça tourne à l'envers, il faudra retirer 25. Donc 18 moins 25, ça fait moins 7 Hz. Les vis tournent à l'envers à une fréquence de 7 Hz.
Ça correspond à une vitesse de rotation des vis, puisqu'elles sont au nombre de 6 par tour, de 7/6 de tours par seconde. Donc ça tourne à l'envers un petit peu plus vite que 1 tour par seconde. On a les branches au nombre de 8, donc on a une fréquence de 24 Hz. On enlève 25, ça fait une fréquence vue à la vidéo de moins 1 Hz. Donc là encore, ça tourne à l'envers, à une vitesse, puisqu'il y a 8 branches par tour, de 1/8 de tour par seconde. Et donc comme il y en a 8, ça fait moins une branche par seconde. Et pour les trous, enfin, 96 Hz c'est ici, c'est 4 Hz avant les 100 Hz, donc si on enlève 100 Hz, ça fait moins 4 Hz. Donc on aura une fréquence, on aura des trous qui vont eux aussi tourner à l'envers, à une fréquence de moins 4 Hz. Donc ça fera une vitesse de rotation de moins 4/32, ce qui fait moins 1/8. On va avoir des trous qui vont tourner à l'envers à la même vitesse que les branches. Et on aura un spectre vu à la vidéo avec des fréquences, non pas comme les fréquences réelles de 3, 18 et 24 et 96, mais moins 7, moins 4, moins 1 et 3. On voit que à chaque fois qu'on dépasse 12,5, il faut enlever 25. Si on dépasse 37,5, il faut enlever 50, etc. Alors ce problème de décalage de fréquence, ça dépasse le cadre des vidéos. Ça se produit à chaque fois qu'on fait un échantillonnage, et un échantillonnage, on doit en faire à chaque fois qu'on veut numériser un signal. Pour numériser un son, par exemple, on doit prendre des valeurs du son à intervalles de temps réguliers. C'est ça l'échantillonnage. Et donc pour un son, on va avoir aussi ce problème de repliement de fréquence. Prenons un signal qui varie dans le temps. Cette fois-ci, c'est plus un spectre en fréquence, hein, c'est une évolution dans le temps d'un signal qui va être une sinusoïde, c'est-à-dire une fréquence pure. Donc si j'ai des fréquences d'échantillonnage à ces intervalles de temps-là, je vais avoir un point ici, un point là, un point là, un point là, etc. Donc je vais pouvoir facilement reconstituer ma sinusoïde et donc retrouver le signal tel qu'il est. Si maintenant la fréquence d'échantillonnage par rapport à la fréquence de mon signal est plus lente, donc ça revient au même que de dire si on a gardé la même fréquence d'échantillonnage mais que le signal varie plus rapidement. Et si on a juste un point ici, le suivant là, le troisième là, on arrive encore en extrapolant à dire qu'on a cette sinusoïde là. D'accord? Si maintenant on a une fréquence d'échantillonnage par rapport à la fréquence, là on a cette période là pour ce signal, si on a une fréquence d'échantillonnage qui est le double de cette fréquence là, c'est-à-dire dont la période est la moitié de cette période là, donc on va échantillonner pour ce point là, puis celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci, eh bien on voit que cette sinusoïde peut correspondre, mais aussi n'importe quelle autre, et éventuellement une sinusoïde complètement opposée. Donc là, ça correspond à la même remarque que la vidéo qui tourne dans le sens inverse, à la même fréquence, mais dans le sens inverse. D'accord? Si maintenant la fréquence d'échantillonnage par rapport à la fréquence du signal est encore plus lente, c'est-à-dire qu'on prend un point ici et un point à cet instant, par exemple, donc ce point-là, un autre point à cet instant, c'est-à-dire ce point-là, et un autre point à cet instant, donc ce point-là, eh bien, notre sinusoïde passe par tous ces points, évidemment, mais ce qui peut paraître plus probable pour rejoindre de ce point-là à ce point-là, c'est de faire ça, et ensuite, de ce point-là à ce point-là, de faire quelque chose comme ça, et comme ça. Donc on constate que on a une autre sinusoïde de fréquence plus lente que la sinusoïde de départ. Donc on retrouve le même phénomène d'avoir quelque chose non seulement qui est à l'envers, entre parenthèses, entre guillemets, mais aussi de fréquences différentes. Voilà, on a encore cette notion
comme pour la vidéo, d'un décalage en fréquence, on a soustrait une fréquence. Alors la différence ici, c'est qu'au niveau de tour à l'endroit ou à l'envers, c'est que on a une grandeur qui varie soit en positif, soit en négatif. Et si on regarde entre cette sinusoïde et celle qu'on a en pointillé, c'est qu'une affaire de décalage. Celle en pointillé, c'est celle-ci qui a été décalée. Et si on décale d'une demi-période la sinusoïde en pointillé, on retrouve cette sinusoïde-là. Et concernant des signaux comme le son, par exemple, l'oreille n'est pas capable de savoir si on a un décalage temporel entre deux sinusoïdes. Donc ce qui va nous intéresser, ce sera uniquement la fréquence du signal. Donc par rapport à ce qu'on avait obtenu avec les vidéos, tout ce qui est fréquence négative, eh bien au niveau de l'oreille, ça va correspondre à la même chose que si c'était une fréquence positive. Donc c'est-à-dire que on aurait un spectre qui irait ici, puis ça on va prendre la valeur absolue, donc ça va devenir comme ça. Et comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc on aura, vous voyez, si on ne tient pas compte des fréquences négatives, et que du fait que ça soit que des fréquences positives, on va avoir, en termes de valeur absolue de la fréquence, un graphique qui va ressembler à ça. Et donc ce graphique-là, on constate que on a une symétrie selon cet axe-là, une autre selon cet axe-là, une symétrie ici. Toutes les demi-fréquences d'échantillonnage, on a une symétrie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir replier, par exemple, cette partie-là, là-dessus. Donc on pourrait faire un repliement de fréquence, comme ça. Ça va être compliqué à faire là. Et là on commence à comprendre la notion de repliement de fréquence. À chaque fois qu'on a l'axe de symétrie, ça veut dire qu'on peut replier et obtenir ainsi les fréquences réelles vont se retrouver à être repliées pour trouver la fréquence perçue après échantillonnage. Alors on va faire cette démonstration de repliement de fréquence avec un mètre ruban, donc qui va de 0 jusqu'à 100 cm, et on va placer aux fréquences des trombones, donc la fréquence de l'aimant, toujours pour 3 tours par seconde, on place un trombone à 3 Hz. Ensuite je m'occupe de la fréquence des vis, donc 6 vis par tour, ça va faire 3 x 6, 18 Hz. Après, les 8 branches par tour, à 3 tours par seconde, ça fait 24 Hz. Je passe un troisième trombone. Donc c'est un spectre avec des trombones. Alors après, attention, les 32 trous x 3 tours par seconde, ça va faire 96 Hz. Voilà, il était temps de s'arrêter. Dernier trombone de notre spectre du disque du sément. Donc voilà, ça donne ce spectre là avec 96 Hz, puis 24 Hz, 18 Hz et 3 Hz. Et je filme à 25 Hz, 25 images par seconde. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et ben, je vais avoir un repliement de spectre à f sur 2, donc à 12,5, un autre à 25, ensuite un autre à 3,5 de la fréquence d'échantillonnage. Et là on voit déjà que dès le premier repliement, j'ai l'apparition d'une fréquence à 1 Hz, une à 3 et une à 7. Alors je continue de replier, pour replier tout mon spectre. Je replie à 50, à 62,5, à 75, 75 plus 12,5 à 87,5, et ma dernière fréquence, celle des trous, qui était de 96 Hz, se retrouve repliée. Et voilà le spectre auquel j'aboutis. Donc c'est un spectre qui est limité à 12 Hz et demi. J'ai pas possibilité d'avoir plus que 12,5. J'ai une fréquence à 3 Hz
qui était une vraie fréquence réellement à 3 Hz, et puis une autre à 1 Hz qui n'existait pas dans le spectre réel. Mais là, dans ce spectre-là, j'ai cette fréquence fantôme qui apparaît. C'est une fausse fréquence. Elle n'existait pas, c'était la fréquence de 24 Hz qui était due aux branches. Et bien c'est devenu une fréquence de 1 Hz qui n'existait pas au départ. Pareil pour la fréquence de 4 Hz qui apparaît, c'était pas une fréquence dans le spectre de départ, c'était la fréquence de 96 Hz des trous. Voilà, ça donne une fréquence de trou de 4 Hz au lieu de 96 Hz. De même, j'ai une fréquence à 7 Hz. Bon bah ça vous l'avez deviné, c'est la fréquence des vis. Donc on est à 18 Hz. 3 x 6, 18. Et après le repliement du spectre, on se retrouve à une fréquence de 7 Hz. Donc voilà le spectre obtenu après échantillonnage. Donc un spectre limité à 12,5 avec des fausses fréquences qu'il faudrait normalement éliminer puisque ça donne des choses qui n'existent pas dans la réalité. Et ce qui fait ce disque étonnant que vous voyez tourner en plusieurs parties. Donc normalement, on devrait avoir un spectre qui est certes limité, mais dans lequel on ne devrait pas avoir ces fréquences-là. Donc pour éviter ça, il va falloir éliminer ces fréquences avant l'échantillonnage. Donc là j'élimine mes fréquences avant l'échantillonnage, et quand ces fréquences n'existent plus, eh bien l'échantillonnage va introduire un repliement de fréquences que je fais là. Ce repliement de fréquence va donc limiter le spectre après échantillonnage à 12 Hz et demi, mais au moins on n'a pas de fréquence fausse qui n'existait pas avant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir.